Bonjour à tous, bonne année 2022, un petit moment de repos et nous voici de retour ce mercredi 5 janvier 2022, plus en forme avec force, vigueur et détermination pour vous faire vivre le meilleur de la télévision en République du Bénin. Actualité, information, divertissement, bienvenue sur Canal 3 Bénin, c'est la matinale Actu Matin. Au sommaire, l'annonce qui retient les attentions et qui d'ailleurs fait l'objet de toute analyse et commentaires dans le milieu des travailleurs de l'État. Il y en a qui restent encore sceptiques sur la substance et d'autres convaincus de ce qu'elle sera à la hauteur des attentes. En tout cas, il est dit et redit que le salaire du travailleur béninois connaîtra une hausse courant 2022. Les signaux sont lancés avec déjà la mise en place d'un comité interministériel pour étudier les propositions et faire des projections. Ça va vite. En plateau ce matin, lecture de la décision prise par le gouvernement en 2021, en fin d'année 2021, regard sur la démarche adoptée, les goulots d'étranglement et les espérances des travailleurs. Nous irons en milieu syndical avec Noël Chadaré, secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, COSI Bénin. Il est l'invité du forum. Dans la suite, la sécurisation foncière sur le plateau d'Ouralex-Sedlex avec Herman Parfait Agnamboussou et son invité Martial Quatenon, docteur en droit privé. Il nous dira si le titre foncier est un véritable élément de sécurisation de la propriété foncière. Et puis un autre rendez-vous à prendre, le pour ou contre de Nagui Balagoué qui a interrogé les citoyens sur le partage des tâches ménagères. Vous suivrez leurs différentes réactions. N'oubliez pas la revue de presse, mais en entame, vous aurez la une des journaux avec Wahab Ali Para tout de suite. Voici pour vous la météo avec Météo Bénin. Et voilà, c'était la météo dans la suite du programme matinal de ce mercredi. Vous aurez votre bulletin matinal avec William Cliquant et dans les titres des pourparlers, Basila dans la Donga sur les défis qu'il faudra impérativement relever dans la localité, développement à la base, sécurité et épanouissement économique des habitants ont préoccupé les participants à l'Assemblée générale ordinaire de l'année 2022 de l'organisation. Et puis le sport au sommaire, coup de sifflet final des tournois intercollèges et lycées publics ou privés hors classe sportive dans le département du Mono. Les 3 disciplines pour hommes et dames ont livré leur verdict. C'était donc lundi. Les représentants du Mono pour les compétitions nationales sont connus. À suivre le mini-journal dans un instant avec William Cliquant. Bonjour, bienvenue. Bonjour à vous, Christian. Nous espérons que vous avez passé de très bons moments de fête. Bien sûr, je l'espère pour vous aussi. Merci de votre retour sur Actu Matin. Wakhavali Para, bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. On vous retrouve dans un instant pour la revue des titres.
La une des journaux sur Actu Matin, Wakaba Lipara. Oui, rebonjour Christian et bonjour à tous. Et on va commencer par prendre les premières informations qui nous viennent de Fraternité, même si on a très peu de parutions ce matin, de manière exceptionnelle. Christian, peut-être que les confrères de la presse écrite continuent encore de fêter. On va donc commencer par le quotidien Maison Fraternité qui titre ce matin « Taux unique de 12% de l'impôt sur les revenus fonciers ». Prétexte de surenchère pour les bailleurs. Le gouvernement doit veiller au grain pour éviter une hausse anarchique des loyers. Cannes 2021 focus sur les groupes A et B. Et puis Fraternité qui nous apprend également que la capitale du Bénin est sous le feu de la rampe en ce qui concerne donc quelques manifestations organisées dans la ville capitale par le maire de Porto-Novo. À la une de l'événement du jour, taux unique de 12% de l'impôt sur les revenus fonciers, le gouvernement accède à la demande des promoteurs immobiliers. Et puis échange de vœux de nouvel an à l'ARMP, Séraphin Agbangbata exhorte son équipe à plus de sacrifices et au travail bien fait. Nord-Sud quotidien, impôt sur les revenus fonciers, l'essentiel à retenir du taux unique de 12%. Infrastructure sur la période 2021-2026, liste des routes à bitumer et à réhabiliter. Information donc à retrouver dans les colonnes de Nord-Sud quotidien. Info Matin, projet de revalorisation salariale au Bénin, le secteur privé, l'autre équation à plusieurs inconnus. Festivités de Nouvel An, une bousculade dans un bar fait un mort à Banikwara dans le nord Bénin. Et puis délivrance de visa en Afrique, le Bénin impose sa marque. Quotidien le matinal, la mise en œuvre pratique de la réforme structurelle de la décentralisation, dernier réglage entre Talon et l'Association nationale des communes du Bénin. Démarrage le 1er avril prochain et puis recrutement des SE et autres lancés ce mois de janvier. Rapport 2021 sur l'indice d'ouverture des visas en Afrique, le Bénin en tête du classement. Et puis impôt sur les revenus fonciers, l'essentiel a retenu du taux unique de 12%. Quotidien d'Abarou, Association pour le développement des communes du Borgo à Décob, le maire de Parakou, Chabi Zimé, prend les rênes de la fêtière, nous apprend le journal. Voilà Christian, tout rapide des parutions ce matin avec le quotidien de service public qui titre « Réalisation de la liste électorale informatisée, gros challenge pour 2022 ». Et puis transport aérien, l'aéroport de Cotonou se métamorphose, nous apprend La Nation. Voilà, Christian, tout rapide des parutions, comme je l'ai dit, ce mercredi, avec très peu de parutions ce matin. Vous l'avez d'ailleurs rappelé. Et oui. Puis, Assiomo Kanye est en train de parcourir pour nous les colonnes de ces parutions du jour. On retrouvera la revue de presse en fin d'édition. Vous serez de retour en plateau tout à l'heure à Rabalikbara pour le forum de discussion qui reçoit donc Noël Chadaré, secrétaire général de la COSI Bénin. On reviendra donc sur cette réforme annoncée par le gouvernement contenue dans son programme d'action pour 2021-2026, la revalorisation des salaires. Le processus est désormais enclenché. Quelles sont donc les grandes attentes dans le rang des travailleurs? Nous entendrons Noël Chadaré, secrétaire général de la COSI Bénin, il est invité du forum de discussion. Avant le forum, c'est bien sûr le bulletin de l'information. Suivra les sports. La pause. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image.
Après les fêtes de fin d'année de Nouvel An, eh bien, on passe à l'action, ou si vous le voulez, aux actions. Et nous allons dans le département de la Donga, où l'association des ressortissants pour le développement de Basila a tenu son assemblée générale annuelle. L'édition 2022 a mobilisé les filles et fils de cette localité qui se préoccupent de l'épanouissement de la commune. Plusieurs sujets, dont celui lié à l'insécurité, ont été débattus. Teddy Goudalo pour les précisions. Ils ont massivement effectué le déplacement pour prendre part à cette assemblée générale de l'association des ressortissants de l'arrondissement de Basila. L'initiative des fils et filles de cette région du département de la Donga est à sa 47e édition et mobilise ici une kyrielle de personnalités originaires de la localité. La DAPS est l'une des associations qui œuvrent au quotidien à l'amélioration de l'accès des populations de Basila aux services sociaux de base. Dans ce cadre, elle concourt à la réalisation des infrastructures sociales, notamment dans le secteur de la santé, de l'éducation et sur le plan social. Merci pour la clairvoyance et le maintien du cap, afin que tous les ans, vaille que vaille, l'association puisse retrouver ses membres et des questions de développement soient débattues. Durant ces assises, les questions qui minent le développement de l'arrondissement de Basila sont débattues. Il s'agit notamment des questions liées à la transhumance, l'insécurité, l'éducation et bien d'autres. C'est d'ailleurs le moment pour la présidente de l'association des ressortissants de Basila de faire le point des actions menées. La lutte contre la vente des stupéfiants et les produits frelatés, la sensibilisation des parents sur le suivi, l'encadrement de l'éducation des enfants, sur le respect des bonnes mœurs et la récompense des meilleurs élèves en fin d'année scolaire. La sensibilisation sur la propriété de l'environnement en général, traitement d'eau, de puits, de forage, tout autre destiné à la consommation. Point n'est nécessaire de rappeler le sens que revêt cette rencontre, qui, ma foi, malgré le temps qui passe, reste attractif et aussi objectif pour une cohésion sociale qui fait de Basila une ville unique. La rencontre est une occasion de grandes retrouvailles et de réjouissance des ressortissants de Basila. La présidente de l'association invite par ailleurs les participants à cultiver l'esprit de paix et surtout d'entente en vue de relever les défis nouveaux. Dans la suite, on vous replonge dans l'ambiance des précédentes fêtes. La veille du Nouvel An, Geoffroy Kossou, en Père Noël, était aux côtés des enfants hospitalisés du centre hospitalier départemental du Mono et du Koufou. Aura chargé de cadeaux, le jeune leader politique de la 18e circonscription électorale est allé donner de la joie au cœur des enfants au nom de sa fondation, la fondation AKG. Reportage Geoffroy Mensah. Geoffroy Kossou, dit AKG, est un jeune leader politique de la 18e circonscription électorale. L'instant de la matinée du vendredi 31 décembre 2021, il s'est mué en Père Noël pour les enfants malades et hospitalisés du centre hospitalier départemental CHD Monokoufo de Lokossa. Dans son sac, des jouets qu'il a distribués aux enfants au niveau de la pédiatrie avec la bénédiction des responsables du centre. Au nom de toute l'équipe de la pédiatrie, je vous dis merci. Merci pour ce geste vraiment louable. Merci pour avoir pensé une fois encore à faire un geste à l'endroit de nos enfants. Et que Dieu vous remercie d'avance. Et on ne finit jamais de remercier les gens. Mais on espère aussi que ce n'est que le début. Vous n'êtes pas à votre premier geste. Vous êtes un habitué. Comme on le sait très bien, la santé, ce n'est pas que le bien-être physique, mais c'est également le bien-être psychologique, mental et autres. Et ce geste que vous faites aujourd'hui, je crois que ça participe de ce volet de la santé. Nous vous disons merci. Ce geste humanitaire, Geoffroy Kossou l'a mené au nom de sa fondation, la fondation AKG. Outre les jouets que tous les enfants ont reçus, AKG a aussi
mis à la disposition des enfants une enveloppe financière de 100 000 francs CFA. De quoi soulager les peines des parents de ces enfants. Mon staff et moi, ma fondation AKG, vous promet et vous dit ce ne serait pas la première ni la dernière. Tant que Dieu nous donne longue vie, la force de le faire, nous allons continuer d'œuvrer dans ce sens. Nous allons rester en contact. S'il y a des situations, que je sois là ou à l'extérieur, faites-moi signe, nous allons voir comment, ensemble, nous allons essayer de cerner pour aider les enfants dans ce sens. Je ne vais pas oublier aussi le chef de l'État, qui fait beaucoup pour nous, comme vous l'avez dit. On ne peut pas énumérer tout. Quand on lui dit longue vie, que Dieu lui donne la force de terminer ce qu'il a commencé pour notre cher pays, le Bénin. Je profite de l'occasion pour dire bonne fête à toute la nation béninoise et surtout celle de la 18e circonscription électorale. Geoffroy Kossou et les membres de son staff ont sillonné les différentes salles et les pavillons du service de pédiatrie et de néonatologie du CHD Lokossa en apportant des sourires aux lèvres aux pensionnaires et aux parents des malades. La Fondation AKG poursuit ainsi ses actions de soutien et d'appui aux personnes vulnérables. Attendez. Direction la capitale où se tient la 5e édition du Festival international de Porto Novo. L'événement a été lancé dès les premiers jours de la nouvelle année. Il est dédié aux richesses culturelles et à la cohabitation des religions dans la ville capitale. Le maire Chalma Yankoti, en présence des autorités gouvernementales et parlementaires, a procédé à l'ouverture au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Les explications de Emma Rodon. Ce gong qui a résonné et cette flamme allumée consacrent le lancement officiel des activités de la 5e édition du Festival international de Porto Novo. Un rendez-vous autour duquel sont mobilisées autorités politico-administratives, responsables religieux et populations pour célébrer à travers divers spectacles les richesses culturelles de la ville de Porto Novo. Cet événement festif est l'expression d'un brassage culturel entre les groupes ethniques vivant à Porto Novo et environ. Au cours de la présente édition, Porto Novo offrira donc au monde entier une palette de cultures faites entre autres de danse, de musique, de rites de culte et de représentation visuelle de nos divinités. Le FIP, c'est d'abord l'expression rassurante d'une cohabitation pacifique du christianisme, de l'islam et des religions endogènes. C'est le témoignage d'un vivre ensemble séculaire assumé depuis plusieurs générations et qui reste une source inépuisable de dialogue, de concertation et de respect mutuel par la célébration conviviale des cultes et manifestations diverses. Le FIP 2022 est ensuite le fruit d'un mélange artistique issu des retrouvailles de tous les talentueux artistes de l'OME et du Bénin qui s'exprimeront à travers des dizaines de spectacles sur les esplanades de l'entrée de la ville, de l'Assemblée nationale, sur les scènes du Centre culturel Ouadada, la place de l'Unité, etc. Le FIP 2022, c'est des visites de sites touristiques rénovés dans la ville et des démonstrations de prestigitation des Égougoun, Zangbetor et Gounko sur les places traditionnelles de la ville dédiées à cet effet. Placé sous le thème « Restitution des patrimoines du Bénin, recherche en provenance, densification et transmission du savoir à Djaké, Hogbonou, Porto Novo », cette 5e édition, comme celle des années antérieures, a bénéficié de l'appui du gouvernement qui mise d'ailleurs sur le tourisme comme levier du développement. La culture et les arts, parce qu'ils permettent de mettre en évidence le mode de vie et la façon d'être des Béninois, donnent à l'offre touristique une plus-value majeure pouvant générer des emplois et une économie importante. Qu'il me soit alors permis de dire l'admiration du gouvernement pour les choix judicieux et ambitieux qu'ont fait le conseil municipal de Porto Novo et le maire
en perpétuant le Festival international de Porto Novo. Au bout de 5 éditions, le FIP s'impose désormais comme un rendez-vous incontournable, non seulement dans l'agenda culturel national, mais aussi dans les lieux référencés comme manifestation touristique de notre pays. Plusieurs prestations artistiques ont meublé cette cérémonie d'ouverture. La flamme allumée ce jour va donc maintenir son éclat dans la ville de Porto Novo jusqu'au 10 janvier prochain. Cérémonie du lancement du Festival international de Porto Novo, un reportage de Emma Rodonou. Retour à Cotonou, pour ceux qui ont bien envie de devenir conducteurs de taxi-moto, eh bien, ce reportage les informe sur les procédures. Voici les précisions sur les pièces à fournir et les sites d'enrôlement afin d'exercer ce travail en toute quiétude. C'est un reportage de Teddy Goudal. Celui qui fait son entrée dans cette pièce du 13e arrondissement de Cotonou à Nord, Christ Deoumon. Sur le point de démarrer son activité de taxi-moto, communément appelé Zemidjan, il est venu prendre connaissance de la procédure. Bon, ce que j'ai retenu, c'est que le papier au jour d'aujourd'hui, ça a changé par rapport à avant. Parce qu'avant, tu pouvais même envoyer quelqu'un qui peut venir faire les papiers pour toi. Mais au jour d'aujourd'hui, il faut que le propriétaire de la moto soit là et que le conducteur aussi soit présent. Du côté de ces années dans le métier, le processus paraît simple, mais très indispensable pour faire carrière dans cette activité. Une fois à la mairie, on te délivre un papier dénommé droit taxi. Il est nécessaire de l'avoir avant de circuler dans la ville. Quelqu'un qui ne détient pas son droit taxi est susceptible d'être interpellé. Les pièces à fournir au niveau de la mairie pour prétendre être conducteur de taxi-moto sont multiples. Si vous achetez votre moto, vous venez d'abord à la mairie, à la section du droit taxi. Vous prenez les documents, c'est-à-dire les papiers d'achat et le BFU, la liste des quittances, la douane de la moto. Ça, c'est nécessaire. Plus 5100 francs. Maintenant, la carte d'identité du propriétaire, la carte d'identité de celui qui veut conduire la moto s'ajoute à ces pièces que je viens de citer et puis on vous enrôle. On vous donne un numéro. Et de là, vous irez acheter l'habit, écrivez ce numéro là-dessus, plus notre référence de la mairie. Le carnet communément appelé droit taxi ne s'obtient qu'ici à la régie principale des recettes non fiscales du 13e arrondissement de Cotonou. Il a une durée d'une année entière et permet aux conducteurs d'exercer leur métier en toute quiétude. Si un citoyen vient pour prendre l'enrôlement de droit taxi, je valide d'abord le dossier, je contrôle le dossier pour voir si les dossiers sont conformes à ce que nous prenons. Maintenant, je le valide et puis ils iront payer à la caisse. Et là, s'ils payent, ils viennent avec 2 quittances, avec un reçu de la caisse. C'est sur ça que moi, je délivre maintenant le numéro du droit taxi. Il peut conduire le même jour, s'il le veut. C'est à lui de décider. Sinon, si nous dormons, nous comptons à partir de là et ça fait une année avant qu'il ne revienne prendre un autre numéro. Devenir conducteur de taxi-moto nécessite donc des démarches préalables. Et ces hommes en maillot jaune le savent pertinemment malgré quelques indélicats qui exercent le travail dans l'illégalité. Et dans le rang de ces conducteurs de taxi-moto qui desservent les populations pour les services de transport à Cotonou, on retrouve différents acteurs. Aujourd'hui, contrairement aux premières heures de cette activité, on retrouve des hommes issus de différentes formations de base. De plus près, quel est le profil des émigrants? Teddy Goudalor, Ingrid Day et Melvin Aranzo. Zemidjan ou Kekenon, les conducteurs de taxi, moto, nos alliés sur la route. Nous les voyons au quotidien, nous les côtoyons et les sollicitons à longueur de journée pour nos besoins de déplacement. Ils sont de tous les âges, jeunes et vieux, exerçant aujourd'hui ce métier pour subvenir à leurs différentes charges.
Il s'agit d'un travail libéral qui ne nécessite point une qualification particulière. Des jeunes gens ne détenant aucune compétence professionnelle en ont fait un choix de vie pour réussir à joindre les deux bouts. Ce n'était pas une corporation au sein de laquelle on retrouvait des artisans ou des personnes professionnellement qualifiées. Entre-temps, c'était l'apanage des gens comme nous qui n'avions pas fini nos formations. Aujourd'hui, on rencontre plusieurs avec des motos d'âme. Souvent, ce sont des artisans non prospères ou des chômeurs qui y viennent espérant le pain quotidien. Tout remonte à la morosité ayant prévalu au cours de la crise économique des années 80. Les émigrants ont comme ancêtres historiques les taxis-cana de la vallée de l'Ouémé, donc de Porto-Novo, qui se pratiquaient à partir des vélos qui transportaient les femmes ou leurs marchandises qui vont au marché. Et dans la crise de 1985 à 1989 au Bénin, je pense que le peuple béninois, les travailleurs sans salaire, ont imaginé donc cette activité. Le profil de ces hommes en maillot jaune a évolué au fil des années. On retrouve aujourd'hui dans leur rang toutes sortes de personnes au curricula de formation variées. C'est la lèvre que je revendais avant. Bon, après, j'ai commencé par faire l'élevage. Donc, après tout, ça ne marche pas. Donc, comme ça ne marche pas, c'est après ça que j'ai commencé par faire taxi moto. J'ai fait haute couture. Moi, j'avais travaillé dans un cabinet d'avocats, mais malheureusement, nous ne sommes pas déclarés. Après 30 ans, notre patron est décédé. C'est comme ça que j'ai commencé. Celui qui a une moto peut décider donc de se transformer en émigrant. C'est d'abord les déflatés, c'est-à-dire ceux qui n'ont plus d'emploi. C'est aussi ceux qui se disent en chômage. Donc là aussi, vous avez les étudiants qui se convertissent en émigrants parce qu'ils n'ont pas d'emploi, alors que parmi eux, certains ont déjà femmes et enfants. Il y a ceux qui viennent des villages, d'accord, et peut-être qui abandonnent les travaux de champ ou qui, entre deux récoltes, décident de venir en fait chercher un peu d'argent en ville. Donc, voilà. Même s'ils sont considérés dans l'opinion publique comme appartenant à l'une des couches défavorisées de la société béninoise, beaucoup parmi eux nous ont confié qu'avec cette activité, ils arrivent à subvenir aux besoins de leur famille et à se réaliser. Sport pour finir ce mini-journal, les finales de la phase départementale des tournois intercollèges et lycées publics ou privés hors classe sportive dans le mono se sont déroulées lundi à Comé. Au terme des différentes épreuves de discipline, les meilleurs ont été sélectionnés pour défendre les couleurs du département à la phase nationale. Les athlètes ont compéti en football, en handball, en basket et volley hommes et dames. Reportage de Geoffroy Messon et Florent Doux. En recevant ce trophée des mains du préfet du Mono et en le brandissant, ces jeunes joueurs de l'équipe de football du CEG 1 commun ont désormais une mission: défendre brillamment les couleurs du département dans les semaines à venir à la phase nationale des compétitions hors classe sportive. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour jouer la finale du championnat, mais grâce à nos talents et à tout ce que nos coachs nous enseignent, nous avons eu le trophée dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Pour en arriver là, le CEG 1 commun en jaune-bleu a disposé en finale de cette phase départementale du mono du CEG 3 Lokossa après les tirs au but. Le score à la fin du temps réglementaire était de 1 but partout.
La rencontre s'est déroulée ce lundi 3 janvier 2022 sur les installations New Look du stade Omnisport de Commet. Le coup d'envoi a été donné par le préfet, le directeur départemental des sports du Mono. Je rappelle que c'est le championnat scolaire. Il y a de la valeur dans les écoles. Nous ne saurons construire un sport durable dans toutes les disciplines si nous ne mettons pas l'accent sur la formation. Et c'est déjà à partir des plus jeunes qu'il faut le faire. Et c'est pour ça que le ministère des Sports, cette année, en relançant le championnat au niveau scolaire, a donné la possibilité à tous les collèges de pouvoir participer dans les disciplines où ils s'entraînent. Le directeur départemental des sports, je le lui ai dit tout à l'heure, je tiens à le répéter devant tout le monde. Je le félicitais tantôt pour tout ce qu'il fait en termes d'animation du département dans le secteur qui lui est dévolu. Je suis là pour vous encourager et pour vous dire que l'avenir du football béninois, c'est vous et c'est tous les autres. Montrez-nous donc que l'État a bien fait en consacrant autant d'investissements dans le milieu sportif. Outre le football, le public a eu droit à des finales dans des disciplines comme le handball, hommes et dames, le basketball, hommes et dames, le volleyball, hommes et dames, l'athlétisme mixte et la gymnastique mixte. Les meilleurs appelés à défendre également les couleurs du département dans les semaines à venir ont aussi été primés. Ces tournois intercollèges et lycées publics ou privés, hors classe sportive, qui viennent ainsi de livrer leur verdict dans le Mono, ont démarré en juillet dernier par les phases communales. Et ce sera tout pour ce mini-journal. Christian dans les gens. Merci beaucoup. Merci à vous, William Cliquant. Très bonne journée du mercredi. À suivre avec nous la rubrique Les Sports. Présentation Hakimi Ousseni. LBM, notre passion vous transporte. C'est les sports sur Actu Matin et l'actualité à vivre en Afrique et partout ailleurs dans le monde, c'est bien sûr la Coupe d'Afrique des Nations édition 2021. Vous êtes avec nous, Hakimi Ousseni, bonjour. Christian Dandéjan, bonjour mesdames, messieurs. Amis sportifs, bien bonjour. 2022, année nouvelle. L'actualité reste celle que vous connaissez depuis environ quelques semaines déjà. C'est bien la 33e édition de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est dans exactement 4 jours. Le Cameroun fait sa grosse et sa grande toilette. Le pays de Roger Mila ouvre ses stades aux 23 autres nations et participant donc à cette compétition. C'est à partir du 9 janvier prochain. Si certaines équipes ont déjà foulé le sol camerounais, d'autres par contre continuent de recevoir les drapeaux nationaux, symboles de la charge républicaine. Ce mardi après-midi, au palais présidentiel, nous sommes au Sénégal. Eh bien, les Lions de la Teranga ont été investis par le chef de l'État, Kalidou Koulibaly, capitaine des Lions sénégalais au cours de la cérémonie. Rassure le chef de l'État de ce que, eh bien, les Lions vont vaillamment défendre les couleurs sénégalaises du côté du Cameroun. Voici un extrait de son intervention au micro de nos confrères sénégalais. Monsieur le Président de la République du Sénégal, Son Excellence Monsieur Macky Sall, Monsieur le Ministre des Sports, Madame et Messieurs les membres du cabinet du Président de la République, Monsieur le Président de la Fédération sénégalaise, permettez-moi tout d'abord, au nom de mes coéquipiers, de vous souhaiter à l'aube de cette nouvelle année nos meilleurs vœux de santé, de réussite et de prospérité. Monsieur le Président, au risque de vous froisser votre humilité et votre modestie, nous tenons à saluer votre accompagnement permanent à nos côtés, vous déplaçant souvent comme à la Coupe du Monde ou à la dernière CAN en Égypte.
Soyez grandement remerciés. Mes coéquipiers et moi apprécions à sa juste valeur tout ce que vous faites, avec votre gouvernement, pour nous, mais surtout pour la jeunesse du pays. Vous êtes indiscutablement le premier lion. Monsieur le Président, nous sommes honorés de recevoir de vos mains l'étendard de notre nation pour le hisser le plus haut possible au sommet du football africain. Nous avons une fière considération de notre mission, celle de défendre les couleurs de notre pays et les vertus de sa jeunesse, que sont le courage, le patriotisme et l'abnégation. Comme vos soldats, Monsieur le Président, nos djambars, on ne nous tue, mais on ne nous déshonore pas. Nous allons au Cameroun avec notre implication et celle de la nation tout entière. Nous y allons avec beaucoup d'ambition et d'envie. Nous y allons avec la gagne pour emprunter le jargon du football et nous reviendrons avec la fierté de la mission accomplie, Monsieur le Président. Nous sollicitons pour cela, Monsieur le Président, vos prières, celles du peuple sénégalais à l'unisson, afin que notre nation connaisse l'ivresse d'un grand soir de victoire en football et sur une grande compétition. Manko Indi Namli est aussi notre cri de ralliement. Vive le Sénégal, en avant les Lions, nous sommes prêts. Je vous remercie de votre aimable attention. Voilà, Christian, à l'instant, donc, Khalidou Koulibaly, c'est bien le capitaine des Lions de la Teranga. C'était hier au palais présidentiel. Le Sénégal qui jouera, Christian, le 10 janvier prochain face au Zimbabwe. C'est la première rencontre des vice-champions d'Afrique. Et puis, l'autre actualité relative au Sénégal, c'est bien le bras de fer qui oppose la Fédération sénégalaise de football au club anglais de Watford au sujet d'Ismaël Sarr. C'est bien l'ailier des Lions de la Teranga blessé au genou depuis le 20 novembre dernier où Watford a battu Manchester United dans le championnat anglais de football. Eh bien, le Lion a été enfin libéré par son club pour que les responsables fédéraux évaluent l'ampleur de sa blessure au genou, j'allais dire, et décident ou pas de l'utiliser au Cameroun. Une certitude, c'est bien que le jeune de 23 ans sera absent pour les 3 premières rencontres du Sénégal, certainement que les Sénégalais ont envie d'utiliser le jeune Ismaël Sarr à l'occasion donc du second tour de cette compétition. De toute évidence, et ce qu'on retient, c'est qu'enfin il a été libéré et pour rejoindre donc le Sénégal qui est déjà en route pour le Cameroun en vue de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Retour au pays pour évoquer les rencontres de la Ligue Pro de football. Hier, il y a eu un match avancé, c'était entre la AS Police et puis les Requins de l'Atlantique qui sont en grosse difficulté relativement donc à leur encadrement technique puisque leur entraîneur principal, Amadou Moundachiro, l'ex-capitaine des Écureuils du Bénin, n'est plus le patron de l'encadrement technique des Requins de l'Atlantique. Eh bien, les Requins ont joué hier, les AS Police se sont imposés par le score de 2-1. Suite des rencontres de cette 12e journée de la Ligue professionnelle de football dans la zone A. Aujourd'hui, vous suivrez entre autres rencontres intéressantes du côté donc de la cité des Pétoni. Les Panthères jouent contre Damissa de Ndali. US Cavalier sera l'adversaire à jouer de Cavalier, c'est bien. Et de dynamique, j'allais dire, c'est bien dans la zone A et puis dans la zone B. Vous suivrez 4 rencontres ce mercredi. Énergie joue contre USB, c'est à 16h. La Tonnerre sera l'adversaire à jouer de Dynamo d'Abomey. C'est un duel entre deux clubs qui ne partagent que quelques kilomètres, je dirais, de frontières, du moins quelques mètres. Rodio joue contre Lotto du côté de Comé. Et puis Soleil FC sera l'adversaire à jouer de Dadje Football Club. Dans la zone C, vous suivrez 3 rencontres ce mercredi. Puis ONM joue à Djidja Football Club. AS Police, il est déjà dit, ça a été disputé, c'était déjà depuis hier. L'AS Cotonou joue contre Coton Football Club. Et puis les dernières affiches sont prévues pour se disputer au niveau donc de la zone D. Asvo Avran comme Nisport, Jefa Ayema, la Terre athlétique de Ketou joue la JS Pobé. Et puis enfin les Dragons de la capitale seront face à Sauce de Porte-Novo. Ce sont les affiches des rencontres de la 12e journée de la Ligue professionnelle de football. Christian, c'était les sports ce
mercredi matin. Voilà, de grands rendez-vous à prendre sur les stades en République du Bénin. Et par rapport à la CAN, le quotidien Fraternité vous propose également de vivre les performances des différentes équipes à travers les présentations par groupe, groupe A, groupe B, en page 6 et 7 du quotidien Parution du jour. Vous verrez donc les forces et les faiblesses des Lions indomptables du Cameroun, les étalons du Burkina Faso, les Walia de l'Éthiopie, les requins bleus du Cap-Vert pour le compte du groupe A, et pour le groupe B, les Lions de la Teranga du Sénégal. Vous avez entendu d'ailleurs leur capitaine tout à l'heure dans le journal des sports avec Hakime Seydou Ousseni. Vous avez le Sili national de la Guinée-Conakry, les Warriors du Zimbabwe et puis les Flammes du Malawi. Merci de nous rester fidèles sur Canal 3 Bénin Actu Matin se poursuit avec le grand rendez-vous de ce mercredi, c'est bien sûr le forum de discussion. Notre invité, Noël Chadaré, secrétaire général de la COSI Bénin, avec lui, il sera question de la revalorisation des salaires, le processus qui est désormais enclenché avec la mise en place d'un comité interministériel. Quelles sont donc les grandes attentes? C'est autour de cela que nous allons échanger avec notre invité. Le forum s'installe. LBM, notre passion vous transporte. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans et plus, vous pouvez recevoir les doses des vaccins contre la Covid-19. Vous avez 12 ans et plus, le vaccin Pfizer peut vous être administré. Alors faites le geste qui sauve. Rendez-vous dans les postes de vaccination implantés dans les formations sanitaires de votre arrondissement et de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie de coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. LBM, notre passion vous transporte. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp,
Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Allez, c'est le forum de discussion sur Actu Matin. Merci de prendre ce rendez-vous. Le plateau est occupé. Hakimi Seydou Ousseli installé. Herman Agnamoussou, bonjour. Bienvenue sur Actu Matin. Wakabali Para était là pour la une des journaux. Et notre invité, Noël Chadaré, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes le secrétaire général de la COSI Bénin, la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin. Oui, l'actualité, c'est bien sûr les salaires des travailleurs de l'État qui vont être relevés courant cette année 2022. C'est prévu dans le programme d'action du gouvernement 2, adopté en Conseil des ministres. Et on le rappelle, c'était le 15 décembre 2021. La réforme annoncée sur le plan social focalise depuis son annonce les attentions et le chef de l'État est revenu là-dessus à l'occasion de son message de vœux à la nation. Véritable cadeau de Nouvel An pour vous, les travailleurs, Noël Chadaré. Bon, je voudrais d'abord dire bonjour à tous les téléspectateurs de votre chaîne. Merci. Et souhaiter aussi, par la même occasion, mes vœux les meilleurs pour votre équipe, vous qui êtes sous les feux de la rampe et aussi ceux qui sont les travailleurs de l'ombre, n'est-ce pas, leur souhaiter... Et aussi à souhaiter à tous les Béninois, pas ricochet, les travailleurs ainsi que tous les Béninois, leur souhaiter, n'est-ce pas, les vœux les meilleurs, la santé, c'est la chose la plus importante, la santé au cours de l'année, santé robuste et une paix intérieure, une paix profonde. Et puis le reste viendra, ce que Dieu voudra nous donner qui concourt à notre bien, nous allons l'accueillir avec sa grâce divine. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci beaucoup. Et maintenant, venant à votre question, à savoir, est-ce que c'est un cadeau de fin d'année, je peux dire que c'est un cadeau, mais qui n'a pas encore le contenu. Encore que c'est une revendication qui a été, n'est-ce pas, qui a été enfin acceptée par le chef de l'État, parce que chaque fois que nous avons eu l'occasion de rencontrer le chef de l'État, eh bien, toutes les confédérations, ça a été le point important de revendication. Je dois vous dire que ma confédération, la COSI Bénin, à travers son secrétaire général, tout récemment, quand nous avons eu l'occasion de recevoir, nous avons eu l'occasion d'être avec le chef de l'État, nous avons encore martelé cette revendication. Et donc, si enfin le chef d'État accepte de mettre cela dans son programme, c'est que quelque part, il a été à l'écoute de notre argumentaire, de notre revendication. Il a vu qu'il était indispensable de changer un peu, de faire attention à tout ce que demandent les organisations syndicales et d'accéder à la requête de revaloriser les salaires. C'est une bonne chose dans ce sens-là. C'est une bonne chose dans ce sens. En tout cas, on va revenir, on ira beaucoup plus en profondeur et voir un peu quelles peuvent être les incidences et quelles sont d'ailleurs les attentes des travailleurs. Alors, depuis plusieurs années déjà, finalement, c'est annoncé et on précise qu'un comité interministériel a été mis en place pour étudier les propositions et faire donc des projections. Hakimi Seydou Ousseli, la bonne nouvelle, c'est vrai que vous n'êtes pas un travailleur de l'État, mais une bonne nouvelle tout de même pour ceux-là qui sont dans l'administration publique. Personne mieux que le secrétaire général de la COSI Bénin ne peut apprécier si elle est bonne ou pas. De toutes les façons, c'est qu'elle est bonne, en attendant d'avoir... De voir véritablement c'est quoi le contenu. C'est quoi le contenu. Parce que oui, la rivalisation, ça peut être peut-être de 5%, ça peut être de 10%, donc il aurait voulu que ce soit peut-être de 25%, de 50%, ou même de 100%. Et peut-être que d'aucuns auraient aussi voulu que ce soit le point d'indice qui soit augmenté. Parce que oui, la revalorisation des salaires, ça peut peut-être, être utile au travail jusqu'avant la retraite, mais après la retraite, peut-être que ça ne suit pas. Parce qu'à la retraite, on parle de pension. Donc vous ne percevez plus la même chose. À ce niveau, certainement, le secrétaire nous dira ce qu'ils auraient voulu que ce soit, cette revalorisation. Est-ce que c'est beaucoup plus de façon précise pendant qu'on est en activité, ou est-ce qu'on aurait voulu que ça accompagne le travail jusqu'à la retraite? Parce que c'est à la retraite
on ressent véritablement le besoin et l'envie d'utiliser le CFA, pour ainsi l'appeler. Voilà. Parce qu'on n'a peut-être plus, je dirais, la force nécessaire pour véritablement beaucoup entreprendre, parce qu'on a été utilisé pendant 30 ans, peut-être même plus pour certains dans les universités, c'est plus de 30 ans qu'on soit. Donc, je crois que c'est à ce niveau qu'on verra si oui ou non, eh bien, elle est une bonne ou une mauvaise. Mais de toutes les façons, c'est déjà une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle d'autant d'ailleurs que si entre-temps ça rentre en application, on ressentira l'impact de part et d'autre. Certainement que, comme on a l'habitude de le dire, le panier de la ménagère qu'on appréhende selon qu'on se trouve dans l'un ou dans l'autre, dans l'une dans l'autre position, le panier de la ménagère peut-être recevra, je dirais, une bouffée d'oxygène. La bonne dame du marché Arzek verra certainement sa marchandise beaucoup plus sollicitée parce que bon, on aura beaucoup plus, on aurait revu la popote. Ça ne sera peut-être plus les 15 000 francs mois, peut-être que ce sera 25 ou peut-être 30 000 francs mois, ainsi de suite, et tout ce qui est autour. Les enfants auront peut-être le sourire beaucoup plus large parce que papa rentrera désormais avec des petits riens dans le sac. Vous avez déjà fait tous ces calculs à votre niveau? Non, c'est une évidence parce que, parce que ça, que les travailleurs percevaient, c'est vrai qu'ils ne sont pas la grande majorité, mais ce qu'ils percevaient, ce qu'ils utilisaient déjà, nous amenait déjà à nous poser véritablement des questions. Donc je crois que l'effet indu de cette augmentation va peut-être se ressentir sur les différents secteurs dont j'ai parlé il y a un instant. C'est une évidence, comme l'a dit le secrétaire général, que ça fait partie des revendications très anciennes des partenaires sociaux, parce que toutes les fois, on a eu l'occasion de les entendre ou d'aller couvrir les rencontres gouvernement, partenaires sociaux. Au cœur des revendications, il y a toujours la revalorisation du point indiciaire, parce qu'il fallait revoir le salaire des travailleurs, parce qu'à côté aussi, eh bien, les mêmes fils de la République ailleurs sont très bien traités, et vraiment très bien traités, alors même que certains sont le fruit de ces travailleurs. Vous prenez l'enseignant, c'est son élève d'hier qui est peut-être aujourd'hui chef de l'État. C'est son élève d'avant-hier qui est tant, et tout ce qu'il y a autour. On connaît aussi tous les avantages liés à l'occupation de certains postes. On me dira que c'est un choix qui a été fait, mais au-delà, il faut quand même tenter d'équilibrer. C'est pour ça que la décision du chef d'État vient à point. On veut bien voir comment est-ce que le comité qui a été mis en place par le chef de l'État, composé du gouvernement, va vraiment réfléchir pour la mise en œuvre de cette décision. Est-ce qu'entre-temps, les partenaires sociaux, parce que, faisant partie de leur revendication, est-ce qu'on lui a fait un clin d'œil quant aux propositions à faire pour voir si entre-temps la décision du chef de l'État va être véritablement très intéressante au-delà de l'annonce? Ce sont des questions, beaucoup d'interrogations que nous verrons tout de suite avec notre invité. Le porte-parole du gouvernement, c'est que la mise en œuvre, ce n'est pas pour demain. C'est quand le comité a fini de travailler, qu'on fait le retour au chef de l'État, peut-être qu'on va l'élargir certainement aux partenaires sociaux, et c'est enfin qu'on trouvera le modus avant de mettre ça en application. Est-ce que ça aura des répercussions dans le passé où ça rentre en application pour le futur? Beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions. Oui, et c'est vrai que depuis le 15 décembre où le relevé du Conseil des ministres a mentionné que, bon, pour le programme d'action du gouvernement, il y aura donc cette revalorisation des salaires. Il n'y a pas eu un silence autour. Nous avons entendu à plusieurs reprises le porte-parole du gouvernement se prononcer à cet effet, Herman Parfait Agnamboussou, les secrétaires généraux, les travailleurs également, qui se sont prononcés. C'est-à-dire que le sujet était véritablement attendu. Voici qu'il est sur tapis, surtout avec cette annonce faite le 31 décembre dernier par le chef de l'État. Ce qui est clair, c'est que l'annonce est déjà faite et beaucoup de Béninois attendaient de voir les actions qui vont être posées juste après l'annonce. On a appris dans la foulée qu'il y a déjà eu la mise en place d'un comité interministériel. Malheureusement, ce comité-là n'a pas associé les secrétaires généraux de la Confédération des partenaires sociaux à l'effet interministériel. Oui, le comité interministériel peut être amené à travailler avec les partenaires sociaux, à être élargi, de sorte qu'on nous propose à la fin et en un temps record rapidement des propositions pour que le chef de l'État puisse valider, pour qu'on ne traîne pas trop dans le temps, parce que quand vous faites un peu un tour dans les marchés,
on dirait que les bonnes femmes du marché ont déjà pris cette annonce-là comme étant effective. De sorte que quand les bonnes dames vont au marché aujourd'hui, il y a déjà une inflation. Non, c'est annoncé en période des fêtes. N'empêche. Et c'est en cela que chaque fois qu'on parle de revalorisation du salaire, donc, et qu'on parle également du SMIC, puis ça nous concerne aussi. Une fois que le SMIC va connaître une augmentation, ce qui est clair, le travail du privé aussi va demander à son patron de revoir un peu dans sa caisse et de pouvoir augmenter un peu le salaire. Donc, du coup, c'est comment l'État fait également pour contrôler un peu cette inflation. Parce que dans tout pays où il y a revalorisation du salaire, c'est suivi d'une inflation. Comment l'État fait pour organiser, pour contrôler cette inflation-là? Je pense que c'est la grosse interrogation du moment. Ce qui est clair, c'est une revendication qui date de très longtemps. Il l'a rappelé tantôt le secrétaire général de la COSI Bénin. On peut dire que c'est une bouffée d'oxygène. On a vu l'emballage, mais on ne sait pas encore ce qui est dans cet emballage-là. Est-ce que c'est un éléphant qui est dedans? Est-ce que c'est une souris qui est dedans? On ne sait pas. Toujours est-il qu'on veut que très tôt, peut-être d'ici la fin de cette semaine ou la fin de ce mois-ci, qu'on puisse déjà sentir cette valorisation-là. Je pense que c'est tout ce qu'un travailleur normal peut vouloir en ce moment. Oui, Wahabali Para. Oui, Christian Dantéjan, on note qu'il s'agit d'une revendication qui date de plusieurs années. Les régimes précédents, n'est-ce pas, ont entendu ce son de cloche venant de la bourse de travail, venant donc des travailleurs, et au moins pour une fois, en tout cas sous ce régime, au moins on finit par les écouter. C'est les questions de modalités qui vont poser problème. Et donc, quand le chef de l'État a porté cette bonne nouvelle à l'attention de tout le monde, on a annoncé la mise sur place d'un comité interministériel qui, ma foi, doit d'une manière ou d'une autre travailler avec les personnes concernées. Lorsque nous travaillons et que nous ne prenons pas en compte les propositions des personnes concernées, ça pose problème. Ça veut dire quoi? Qui peut ne pas avoir de gêne à ne pas retrouver dans le comité interministériel les éléments, les secrétaires généraux des confédérations et centrales syndicales et autres, mais au moins une démarche envers ceux-là pour pouvoir les écouter. Parce qu'il y a eu souvent le dialogue social et le dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Et à chaque rencontre, en tout cas quand l'occasion se présente, les secrétaires généraux font part de leurs besoins d'un certain nombre de doléances. Dans les cahiers de doléances présentés la plupart du temps, il y a souvent ces questions liées à la revalorisation des salaires. Donc, pour travailler sur les modalités, n'est-ce pas, c'est associer d'une manière ou d'une autre les personnes concernées. Quelles sont les modalités? Est-ce qu'il faut travailler, agir sur, je dirais, le point indiciaire? Est-ce qu'il faut agir sur le SMIC? Comment va-t-on faire pour qu'à la fin, on puisse vraiment sentir la revalorisation? Parce que oui, il ne s'agira pas de revalorisation annoncée comme ça pour que ça soit juste, je dirais, une forme d'emballage, mais que le contenu puisse réellement impacter. L'acteur du privé n'a pas la même acclamation que l'acteur du secteur public, puisque prioritairement, on sent que ça concerne les acteurs du monde, du public. Il va falloir que dans les actions du gouvernement, il puisse également avoir un regard au niveau du secteur privé. Même si on agit sur le SMIC, un peu comme le propose Herman Anyang-Bossou, qu'à ce moment, ça amène peut-être l'ouvrier du privé à réclamer un peu de son patron. Il y a le travail que l'État central doit faire pour que ça soit une forme de pression au niveau du secteur privé. Les patrons du privé n'ont pas cette obligation, ne se sentent pas aussi liés pour autant quand ce n'est pas le public. Quand c'est le public, c'est le trésor public qui envoie directement les salaires. Ça devient automatique. Mais ici, lorsque vous êtes dans le privé, que c'est vous qui devrez vous ériger en syndicat et réclamer peut-être une revalorisation de votre salaire, il y a tous les moyens pour que vous découvrez rapidement la porte, pour ne pas dire le portail de votre service. On va écouter Noël Chadari. Oui, quelle est votre perception de cette révalorisation qui est désormais annoncée? À écouter les uns et les autres en plateau ce matin. Je dois d'abord dire que la revalorisation, la dernière, parce qu'on en a eu dans l'administration publique, aussi bien que dans le secteur privé. En 2011, le pouvoir du président Boni Yayi a revalorisé de 25%, n'est-ce pas, les salaires, compte tenu du coût de la vie.
5% en 2011, 5% en 2012, 5% en 2013, je crois, 5 et 10% en 2000. Échelonné sur chaque année. Il est échelonné, ça a été étalé sur des années. Donc, ça va être probablement, je ne sais pas quel est le schéma qui est en train d'être retenu par le pouvoir, parce que nous ne sommes pas dans le secret des dieux. On n'est pas encore associés. Moi, ça ne nous offusque pas pour autant. Hein. Nos revendications ont été entendues. Enfin, on nous a écoutés, les lignes vont bouger, on l'espère, et on attend qu'on nous propose des choses. Si de ces concertations, ce comité interministériel qui a été mis sur pied, pour nous, l'important, c'est que la montagne, n'est-ce pas, n'accouche pas d'une souris, et que nous ayons, au sortir de ce qu'ils vont faire comme travail, proposition, parce qu'il s'agit là sûrement d'avoir calculé à la main, faire des simulations, et voir les incidences. Donc, au sortir de cela, nous souhaitons que ce soit, n'est-ce pas, un éléphant que cela accouche et non une souris. Bon, donc ça, c'est la première. L'autre chose, la revalorisation concerne tout le monde. Le marché est le même pour tout le monde. Le marché, aussi bien pour vous qui êtes du secteur privé que ceux qui sont du secteur public, les femmes, nos épouses vont sur le même marché que les hommes, les politiciens, que les gens du secteur public, les travailleurs du secteur public et du secteur privé. Donc, on devra tenir compte de cela. Il ne s'agit pas ici de revaloriser uniquement l'indice salarial, mais il est aussi prévu d'aller vers le SMIC. Et nous veillons à cela, le SMIC qui doit... Nous l'avons déjà demandé dans la commission de négociations gouvernement central, la Confédération qui est là bien, la COSI Bénin, a demandé que le SMIC passe de 40 000 à 60 000 francs. C'est le minimum. Et qu'on augmente l'indice, le point indiciaire de 30%. C'est aussi pour nous le minimum. Donc, nous en avons discuté, on a chopé sur certaines choses, on n'a pas pu nous entendre. Et donc, c'est quand le chef de l'État a pris cette décision. Oui, mais qu'est-ce qui a chopé en ce moment-là? Vous savez, c'est par exemple pour le SMIC, parce que le patronat était aussi représenté aux négociations. Et le patronat n'était pas contre une augmentation du SMIC parce qu'eux-mêmes ont compris que la vie est excessivement chère. La vie coûte excessivement cher et donc le pouvoir d'achat des travailleurs s'est complètement effrité. Mais ils sont d'accord, mais ils disent il y a certaines choses, il faut qu'on se retrouve à trois pour voir les faciliter, certaines décisions qui doivent être prises pour que eux, quand ils vont accepter une augmentation du SMIC, que ça ne leur pèse pas trop. Parce que quand vous mettez le SMIC, il y a le SMIC, mais il y a aussi la hiérarchisation des salaires. Et nous allons veiller à ça, nous, Confédération, parce qu'il ne s'agit pas d'augmenter seulement le SMIC, mais il s'agit aussi de faire de telle sorte que quand on augmente le SMIC, ça booste aussi les salaires dans le secteur privé. Et donc aussi que ça touche aussi ceux qui sont allés à la retraite. Donc voilà un peu, c'est tout le monde qui devra... On a revalorisé, n'est-ce pas, les salaires politiques. Je l'ai souvent répété. Quand le pouvoir veut faire, le pouvoir du président Talon veut faire les choses, il les fait bien. On a revalorisé les salaires des politiciens. Et quand enfin il décide de revaloriser les salaires des agents, des travailleurs, je crois que je n'attends pas que ce soit une souris qui sorte, que ce soit quelque chose de substantiel. Je vous ai entendu dire enfin plusieurs fois, et on dirait que bon, c'est comme si ça a trop tardé avant de venir. Mais oui, parce que chaque fois qu'on se rencontre on rencontre le pouvoir, aux différentes négociations, c'était pour nous une revendication importante parce que la vie était... quand vous voyez comment les prix des denrées de première nécessité, vous voyez, n'est-ce pas, le loyer, vous voyez tout ce que... on ne pouvait plus continuer avec les impôts et tout ce qui entrait, qui effritait le pouvoir d'achat. Nous, on n'avait que cela comme revendication, première revendication. Donc c'est normal que, enfin, c'est pour ça que je dis enfin, le chef de l'État a écouté et c'est tant mieux pour nous. Et ce qu'on alléguait quand on ne voulait pas, n'est-ce pas, augmenter, on disait il faut d'abord qu'on essaye, on assainisse l'économie, qu'on installe les fondamentaux, qu'on fasse de telle manière qu'il y ait, n'est-ce pas, qu'on construise ce qui est solide. Et donc c'est après avoir fait pris un certain nombre de décisions au niveau de notre économie, quand on sera solide, on pourra enfin penser. Il faut donc d'abord apurer vos salaires, vos arriérés, vos dettes salariales. C'est ce qu'on a toujours entendu dire par le ministre des Finances et aussi par le chef de l'État.
privilégions, nous faisons l'option de privilégier, n'est-ce pas, l'appurement des dettes salariales. Et quand on aura fini, eh bien, nous allons voir du côté du SMIC, nous verrons aussi du côté de l'indice salarial pour voir ce qu'on pourra faire. Et à ce moment, on pourra partir sur de bonnes bases. Bon, c'est maintenant, je suppose qu'ils ont fait. Ils sont fin prêts, le pouvoir est fin prêt. Et donc, parce que s'ils n'étaient pas prêts vraiment pour le faire, ils n'auraient pas annoncé cela. Donc, je suppose que ça ne va pas tarder. Parce que les travailleurs piaffent d'impatience. Et donc, on va leur demander de garder leur patience. Puisqu'on a dit, on a annoncé pour 2022. 2022, nous sommes déjà aujourd'hui le 5. Le 5. Voilà. Donc, on espère qu'on nous appellera incessamment. Et il faut aussi faire observer qu'il ne s'agit pas. Parce qu'il n'y a pas que les fonctionnaires, les agents de l'État, ACDPE, FE, et ceux du secteur privé qui doivent être concernés. Il faut aussi penser, parce qu'il y a une grande masse de gens qui sont dans la précarité. Qui sont dans la précarité, c'est les plus importants. Vous connaissez, nous, on l'a été aussi en tant que enseignant, j'étais préinséré dans les années 2013-2014, on était dans la préinsertion. Et donc aujourd'hui, on a des travailleurs qui sont aspirés, les aspirants, qui vivent aussi dans des conditions qui ne sont pas très bonnes et qui vivent difficilement. Donc il faut que dans tout cela, quand on parle d'inscrire n'est-ce pas, la gouvernance, les 5 ans de gouvernance dans le social, il faut aussi faire un clin d'œil. C'est de ce côté-là pour ces travailleurs qui vivent difficilement, très difficilement. Et puis notre pandémie, je dois le dire, la pandémie, pas le Covid-19, la pandémie, c'est d'abord la misère, la souffrance. C'est la vraie pandémie et je crois que le gouvernement a compris que c'est ça qui tue plus que le Covid. Dans notre pays, la misère qui est installée, la souffrance, les difficultés quotidiennes auxquelles sont confrontés les Béninois, c'est la vraie pandémie. Et donc, il faut faire face à cela. Et on parle de l'Arche, on annonce l'Arche déjà en janvier. C'est une bonne chose. C'est une façon de lutter contre cette pandémie. Oui, un peu. D'accord. Alors, Christian Dandeja, moi, ma foi, c'est un regard que l'État central doit également avoir une fois que toutes les modalités auraient été tracées après le travail donc que va présenter sans doute et très bientôt le comité interministériel. Le regard, en fait, c'est sur nos marchés. Comme l'a rappelé le secrétaire général de la COSI Bénin ce matin, et travailleurs du public, du privé et même de l'informel, nous fréquentons les mêmes marchés. Les épouses fréquentent les mêmes marchés. Et par conséquent, il ne s'agit pas d'assister de manière silencieuse et même sans action à l'augmentation, ce que nous avons appelé inflation. Parce que quand tout de suite on entend que le salaire des fonctionnaires a été augmenté, très vite la bonne dame au marché se dit mais quand même il a suffisamment d'argent dans la poche et il a les moyens. Le SG disait que nous sommes déjà en 2022, nous sommes date 5. Oui, c'est également date 5 le moment de payer les loyers. Les propriétaires vont estimer que désormais, n'est-ce pas, il y a suffisamment de l'argent chez leur locataire, alors que ce n'est pas tout le monde qui est concerné. Nous avons une loi qui est votée concernant le bail, mais ce n'est pas son application. Voilà, il y a un problème qui se pose en ce qui concerne son application. Ce n'est pas respecté. Il y a même des huissiers qui sont, à qui les propriétaires ont confié leur maison, et donc ces huissiers qui connaissent la loi pour autant n'appliquent pas ce qui est proposé par cette loi-là. Donc moi je pense qu'à ce niveau, l'État doit être vraiment sur les effets, les effets de la revalorisation sur le terrain. Oui, le comité interministériel, à ce que nous avons appris, est composé du ministre de l'économie et des finances, du ministre du plan et du développement, du ministre des affaires sociales et puis du ministre du travail et de la fonction publique. Ce sont ces ministres-là qui auront donc la lourde responsabilité de faire des propositions au gouvernement. Tout le monde a le regard tourné vers ce qui sera décidé en attendant donc de faire le retour au chef de l'État et de discuter également par la suite avec les partenaires sociaux. Oui, le contenu, que voulez-vous, Noël Chadaré, une augmentation de combien de pourcents par exemple déjà? Mais comme je l'ai dit tantôt, je voudrais souhaiter voir, vu le coût de vie, le moins qu'on puisse faire, c'est d'envoyer le SMIC
à 60 000, 40 000 à 60 000, de faire la hiérarchisation des salaires et aussi de penser au niveau de l'indice salarial, le point d'indice, n'est-ce pas? Il est de 3 765, c'est le point d'indice. Il faut aussi l'augmenter, je souhaite, de 30%. De 30%. On est passé de 25% en 2011 à 30% en 2022. Mais oui, ça montre que le pouvoir aura fait un peu plus que le pouvoir précédent. On est 25% de revalorisation, si on peut aller à 30%, mais c'est pas mauvais. Si on peut aller même à 40%, raison pour laquelle vous avez dit dans l'une de vos interviews qu'il ne faudrait pas qu'on vous donne des miettes. Mais oui, c'était juste parce que le mot revaloriser, c'est donner de la valeur à quelque chose qui a perdu sa valeur. Donc lui, c'est pas une augmentation de 2%, de 5%, c'est une augmentation, revaloriser, c'est augmenter de façon substantielle. C'est donner vraiment de la valeur à nouveau à ce qui a perdu sa valeur, c'est-à-dire le salaire qui aujourd'hui, nos salaires sont... J'ai souvent, pour blaguer un peu, j'ai dit c'est des salaires. Ça a l'air de quelque chose. C'est pas des salaires. Parce que quand vous prenez ça fait à peine une semaine, vous avez... ça s'est volatilisé complètement. Une semaine, c'est trop. Ah ben voilà. Non, elle m'a parlé de 30%. Non, mais alors pas du tout. Le secrétaire général de la COSI Bénin est mieux placé parce que quand on rappelle que c'est une ancienne revendication, c'est qu'il y a eu quand même des simulations qui ont été faites. Ce qui sera opposé et ce qu'on a souvent opposé, c'est où est-ce qu'on trouve la cagnotte dans laquelle on va puiser pour revaloriser le salaire. Je veux espérer, parce que le budget de l'État a été déjà validé par les honorables députés. C'est après la validation, après que les députés ont donné le quitus, la loi de finances a ici 2022, que l'annonce du chef d'État est intervenue. C'est clair et c'est certainement sûr, comme l'a dit Noël Chadaré, que cette annonce ne serait pas venue comme ça. Oui. Et c'est certainement parce que le chef de l'État, comme le dit l'autre en français facile, compte sur quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a une cagnotte quelque part. Sinon, quand on vient interroger, les éléments basiques, c'est qu'on va se demander, mais attention, il n'a pas été dit, n'a pas été discuté à l'Assemblée nationale, cette affaire d'augmentation, de revalorisation des salaires. Alors, où est-ce qu'on va puiser la manne financière pour gérer cette augmentation? Peut-être, comme l'a dit tout à l'heure Noël Chadaré, ça va se faire comme en 2011 où on va échelonner. C'est peut-être 5% pour 2022, 5% pour 2023. Ça vous arrange ça? Je ne sais pas. Si ça dépend peut-être éventuellement dire qu'on a s'il n'y a pas de la ressource conséquente pour une augmentation immédiate, parce que n'oubliez pas que l'incidence financière, ça va être certainement à 7 milliards de francs CFA. Et donc, du coup, on se dit, quand c'est comme ça, alors, eh bien, on acte la revalorisation, mais ça va se faire de façon échelonnée. On vous donne 5%, parce que si, je suppose qu'il s'accorde sur les 30%, ça peut faire 5% sur 6 ans. Si c'est accordé sur 40%, peut-être que c'est de 5% sur 8 ans. Bref, je ne sais pas quel va être le modus, mais c'est une évidence que pendant que nous y sommes, le comité doit être en train de réfléchir sur l'incidence financière et puis où trouver cette manne financière, comment peut-être finir par l'échelonner ou comment est-ce qu'il faut le faire. C'est juste des réflexions que je mène comme ça, qui d'une manière ou d'une autre, certainement ne manqueront pas de peser dans la balance quand les membres du comité vont se retrouver. Et au-delà, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, quand on a fait le point, et bien de part et d'autre, aussi bien du côté du secteur privé que du secteur public, on en est arrivé à, et même de l'informel, à reconnaître que, bon, il faut quand même qu'il y ait un coup de pouce. Et le pouvoir Patrice Talon, celui du second mandat, a dit qu'on veut faire de ce quinquennat un quinquennat hautement social. Il y a eu des allègements fiscaux qui sont faits de part et d'autre. On en est arrivé à l'annonce de l'augmentation, donc de la revalorisation du salaire. C'est en gros qu'on a fini par s'accorder pour reconnaître qu'il faut qu'enfin, quand même, on jette un coup d'œil sur le social. Parce que le social, comme l'a dit tout à l'heure Noël Chadaré, a quand même reçu un véritable coup. Ça, il faut être honnête pour le reconnaître. Voilà pourquoi quand vous disiez tout à l'heure le salaire ou le salaire qu'on sort, c'est une semaine, donc on vous diront qu'avant même que vous le receviez, il y a que vous avez déjà les dettes qui vous attendent. Merci, c'est le mot. C'est hypothéqué. Donc, vous le voyez, mais parfois vous refusez de le prendre. Ouais. Ou on vous annonce de venir le chercher, vous avez peur de le chercher parce que vous savez que ça ne vous appartient plus. Je sais de quoi je parle. Donc,
Et nous savoir pourquoi vous parlez aussi. Donc, voilà. de toute évidence, c'est on est nombreux à vous comprendre ce matin. Tenez-vous tranquille. Donc, c'est autant de choses qu'il faut forcément explorer pour que le sourire que nous proposons ce matin sur le plateau soit un sourire franc et un sourire sincère. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Parce que dans les marchés, Ouaram n'a pas mal fait de le rappeler. Vous allez au marché aujourd'hui, le mercredi, vous repartez dans 72 heures, le sac du sucre qui a coûté il y a un mois 14 000 et aujourd'hui à 30 000 francs CFA. Vous vous demandez qu'est-ce qui a pu se passer pour que dans l'intervalle de 2 ou 3 semaines, qu'on quitte de 14 000 francs CFA du sac du sucre à 30 000 francs. C'est vertigineux. On ne comprend pas. Et c'est comme ça sur plusieurs produits de grande consommation. Donc, vous voyez un peu, je crois que c'est un véritable casse-tête qu'il faut forcément, sur laquelle il faut se pencher pour qu'à l'arrivée, bien, comme l'a dit Noël Chadari, que l'augmentation ou la révélation soit vraiment conséquente et que la montagne n'accouche pas d'une souris. Oui, je pense qu'en gros, c'est comment le gouvernement fait pour maîtriser l'inflation. Parce que c'est le gros problème. C'est le gros problème. L'annonce est déjà faite. Et aujourd'hui, quand vous allez dans les marchés, c'est tout comme si, bon voilà, l'augmentation a déjà eu lieu. Bon, étant donné aussi que les travailleurs, généralement, quand le salaire augmente, ils ne vont pas devant un micro et caméra pour dire, bon, on a encore une augmentation. Les bonnes femmes se disent peut-être que, voilà, ils ont déjà reçu cette augmentation. Alors même je pense qu'il faut sensibiliser, il faut communiquer autour pour dire, attention, il n'y a pas encore eu cette augmentation-là, il n'y a pas encore eu cette revalorisation du salaire. Parce que justement, le chef de l'État a dit, dans ce discours, qu'il n'y a pas eu augmentation de taxes ni d'impôts et qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce que dans les marchés déjà, il y a cette inflation qui galope tout le temps. Et n'oubliez pas le contexte dans lequel on est aujourd'hui. Le SG a bien fait de rappeler que les ministres ont vu leur salaire, les acteurs politiques ont vu leur salaire revalorisé. Oui. C'est vrai, on dit qu'il n'y a plus de primes et que désormais, on leur fait un bon paquet qui leur permet de pouvoir assurer le coût de vie. Quand on finance même les partis politiques. Et donc, quand on finance des partis politiques également, c'est déjà un pas de fait. Et n'oubliez pas qu'en 2010, le contexte était différent au Bénin. C'était un contexte de crise politique, de crise socio-politique entre travailleurs et puis il y avait des grèves, il y avait des marches. Et donc, c'est la différence aujourd'hui avec le système actuel où il n'y a pratiquement plus de grève. Et il fait bien de plaider le cas des AME aussi, lesquels AME ont voulu faire grève, mais qui après, on dit attention, n'allons pas sur ce terrain et qui se sont rebiffés. Je pense que c'est autant d'éléments aujourd'hui qui nous amènent à dire, moi je n'attends pas qu'on nous dise qu'on a échelonné la revalorisation. Je m'attends pour un gouvernement qui nous a habitués depuis 2016 à une méthode de travail et qui n'annonce pas les choses, c'est pas à la volée. Je m'attends à ce qu'à la fin du travail du comité interministériel, qu'on puisse associer les secrétaires généraux, qu'on leur dise, bon voilà, nous allons vers une augmentation de 40%, de 60%, et qu'on revoie surtout le SMIC, parce que comme il a dit, ce n'est que quand vous revendez le SMIC que les travailleurs du privé, même de l'informel et tout, pourront dire attention, nous aussi, nous espérons une certaine augmentation parce que nous allons tous dans le même marché. Oui, mais par rapport à ça, si vous permettez. Oui, allez-y. Quand on a échelonné, ça c'était le temps du président Yahi, il a fait l'option, il a discuté avec les partenaires directement dans la commission négociation gouvernement central, et puis avec lui-même. Ça, c'est sa façon de faire à lui. Ici, on ne nous a pas appelés. On a écouté nos cris de cœur, on a nos revendications, et on dit, OK, on va revaloriser. Parce qu'on a vu aussi, il y a une évidence, le coût de vie n'est pas supportable avec le salaire. Donc le pouvoir, on n'est pas dans le secret des dieux, mais on a quand même des gens qui sont dans ce comité interministériel, qui sont des gens de référence dans le domaine économique. Quand vous prenez le ministre Wadani, les deux ministres d'État, Wadani et le ministre Biachane, c'est des gens qui s'y connaissent très bien et savent comment on peut faire pour qu'effectivement on revalorise. Donc nous, on n'attend pas forcément qu'on échelonne. Ça, c'était ce qui a été fait. Mais on attend qu'on augmente de façon substantielle, qu'il y ait quelque chose de costaud. On peut sortir pour dire, nous voulons vous donner 30%, nous voulons vous donner 40%. Et voilà, et vous devez peut-être travailler encore plus aussi. Et tout ça, mais nous allons faire ceci parce que vraiment vos salaires ne sont plus des salaires
Et nous allons... Qui répondent au cours de l'année. Alors moi, je suis tenté de poser la question au SG de la COSI Bénin pour savoir quels sont les leviers, sinon les éléments sur lesquels il faut appuyer pour que cette augmentation, cette revalorisation de salaire puisse avoir d'impact sur les travailleurs du privé, selon vous. Non, il faut, comme pour les travailleurs du privé, comme on a dit, il faut d'abord augmenter le SMIC. Si on augmente le SMIC, en principe, on devrait, n'est-ce pas, entrer en discussion avec le patronat pour faciliter, leur accorder certaines facilités afin qu'ils puissent hiérarchiser les salaires en tenant compte de la proportion de l'augmentation du SMIC pour que cela booste aussi les salaires des autres. Donc, c'est ça. En 2000, je crois que c'est en 2014, la dernière augmentation du SMIC, si je me rappelle bien, et on est passé de 31 625 à 40 000. On n'a pas fait la hiérarchisation des salaires. Parce que le patronat a opposé, n'est-ce pas, une fin de non-recevoir quand on a dit il faut hiérarchiser. Le patronat réclamait certaines facilités. Je crois que le même problème va se produire, parce que les mêmes causes, comme vous le connaissez, produisent les mêmes effets dans les mêmes conditions. Voilà, donc, ils vont sûrement demander encore certaines facilités. Et donc, c'est sur ça, là, sur ces aspects-là qu'il faut travailler. On avait convenu, au cours de la dernière rencontre, au niveau de la grande commission gouvernement central, on avait convenu avec le ministre d'État, Biotchane, que nous devions nous retrouver avant la fin de l'année. Tout le monde était preneur d'une augmentation du SMIC. Les travailleurs, les représentants des travailleurs que nous sommes, nous avons dit il faut augmenter le SMIC. En attendant, si vous ne touchez pas encore à l'indice salarial, allez avec le civique, parce que ce qui se passe, on ne peut plus vivre dans Cotonou, dans tout le Bénin, avec 40 000 francs. Et ils sont tous d'accord avec cela. Maintenant, on dit on se retrouvera, un travail va être fait, et nous nous retrouvons en session extraordinaire, avant la fin de l'année. Malheureusement, l'année est terminée, pour pouvoir convenir, pour discuter et trouver à combien désormais le SMIC va être payé. Donc voilà un peu. Là-dessus, il y avait déjà un accord de principe, peu. Et il y avait un travail qui avait été déjà commandité à des gens qui sont des spécialistes dans le secteur. Maintenant, ça ajoute la révélation de l'indice, du point d'indice salarial pour les agents de l'État. C'est une bonne chose aussi. Non, je pense que quand on écoute le SG de la COSI Bénin, il y a comme une sorte d'abandon du secteur privé. Parce qu'on a vu dans courant 2010, dans cette période-là, 2014 et tout, on a vu comment est-ce qu'avec hargne, avec courage, avec abnégation, la bourse de travail grouillait de monde. Ils auraient pu, dans la période-là, agir ou amener le patronat à revoir sa position. Est-ce que ce n'est pas une manière de laisser le privé pour compte? Parce que vous dites qu'on risque d'assister encore à la même chose, alors que l'État a annoncé tout récemment plusieurs milliards de francs CFA pour appuyer les PME, plusieurs milliards pour appuyer les PME par rapport à la Covid-19. Pourquoi est-ce que vous ne profitez pas de l'occasion pour dire attention, si vous augmentez le salaire au niveau du public et donc revoyez le SMIC, vous devez faire en sorte que dans le privé également le patronat puisse fléchir, parce que nous avons également la tête du patronat, monsieur Kotiga aujourd'hui, qui est très à l'écoute aussi. Ça doit pouvoir agir, puisque vous l'avez dit, nous allons tous dans le même marché. Nous l'avons fait à Niambossou. Peut-être pas avec la même rage qu'on vous connaît. Avant même de demander une augmentation de l'indice salarial, on a depuis des années demandé qu'il faut hiérarchiser les salaires. Parce que quand vous augmentez le SMIC, si vous ne faites rien dans ce sens-là, les autres travailleurs ne gagnent rien. Donc on l'a répété, on a dit, bon, avec la ministre de la fonction publique peut témoigner. Il y a eu plusieurs séances dans ce cadre-là. Il y a eu des retours dans le Conseil national du travail, parce que c'est là-bas qu'il faut, où vous avez le tripartisme, les travailleurs, n'est-ce pas, le patronat et le gouvernement. Il y a plusieurs fois, il y a eu des échanges là-dessus. Mais on s'est heurté à cela, à ce que les autres disent, le patron dit, on est d'accord, mais il faut que l'État, n'est-ce pas, nous donne un coup de pouce en accordant certaines facilités. Donc, c'est pas faute d'avoir essayé. On l'a fait, comme on l'a fait pour les autres travailleurs. Donc, là-dessus, les gens du privé, ce sont nos travailleurs. Nous les défendons autant que nous défendons n'est-ce pas, les gens du secteur public. Et nous allons continuer. On espère que, comme on va discuter, négocier à nouveau, parce que quand ils auront fini de faire les différentes simulations, le chef d'État nous appellera, on va insister sur ce point. Parce que les gens du privé, vraiment, vivent difficilement. Quand on n'augmente pas chez eux, c'est un problème.
on augmente le SMIC et on ne fait pas la hiérarchisation. C'est un problème. Et les gens qui sont à la retraite, ils nous appellent. On n'a pas de... Vous ne pouvez pas savoir combien de fois les coups d'appel qu'on reçoit par rapport à ça. Et on va dans cette direction avec eux. Mais c'est jusque-là rester infructueux. Et comme je l'ai dit, il est possible que la même situation se reproduise si le gouvernement, le chef d'État doit prendre... C'est une question de volonté politique. On veut revaloriser, c'est une volonté politique. On a vu que la vie est vraiment chère. Et pour tout le monde. Donc, si le pouvoir veut, il prend la décision, mais ça s'imposera vous comprenez? Comme vous l'avez dit, M. Chedare, c'est une question de volonté politique. Et c'est peut-être cette volonté qui manque également au niveau du patronat, parce que vous entendez dans le même privé des employeurs d'une entreprise privée qui gagnent de très gros salaires, pendant qu'il y a d'autres qui gagnent des salaires, c'est pas des salaires, en fait. Et donc on se demande si, à la fin, c'est pas que le patronat suit juste le mouvement d'ensemble, alors qu'en son propre sein, il y a des patrons d'entreprises qui essaient de payer sérieusement leurs employés. C'est pour cela que la volonté politique doit être affichée. De dire, il faut que les salaires dans le privé aussi soient boostés et que ça change, qu'on ne continue pas de traiter. Vous savez, il y a des sociétés qui payent au-delà du SMIC, le tout dernier. C'est ça, il y a des sociétés où les gens, il y a cette volonté. Et donc, il faut que le pouvoir soit plus regardant sur la façon dont les salaires sont payés dans le secteur. C'est une question de volonté politique. Une question de volonté politique. Voilà. Le comité interministériel qui travaillera, certainement que les conclusions et recommandations seront versées au chef de l'État, qui vous écoutera également par la suite. À quand attendez-vous la fin de tout ça pour que véritablement les travailleurs puissent entrer en possession de cette revalorisation? Courant janvier. Courant janvier. Oui. Vous êtes si précis que janvier. En même temps, c'est mieux. Déjà que janvier, c'est le mois le plus... Bon, qui paraît long. Le plus long de l'année. Oui, parce que nos poches ont saigné. C'est pas il paraît, c'est la réalité. Nos poches ont saigné. Non, c'est 31 jours, c'est pas plus de 31 jours. Justement. Ah oui, voilà, donc c'est le paraît long. En fait, c'est le passage d'une année à une autre qui fait que ça paraît long. Et il a parlé de poches. Sans oublier la janviose. C'est surtout ça. Charlotte, la parole de Charlotte. La janviose, Merci beaucoup, merci à vous Noël Chedare, secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, COSI Bénin. Akime Ousseni, merci. Herman Anyamboussou, merci à vous Wahab Alikbara. Herman, vous allez nous revenir tout à l'heure, juste après la rubrique de Naguib Alagwe pour ou contre. Il a interrogé les citoyens sur le partage des tâches ménagères. Les citoyens sont-ils pour ou contre le partage des tâches ménagères? Eh bien, vous suivrez leur réaction et juste après, dans Doura Lex et Lex, on ira plus loin pour parler du titre foncier. Est-ce un véritable élément de sécurisation de la propriété foncière? D'accord. Je pose les questions. Oui. Je pose les questions, vous répondez. Oui. Êtes-vous pour ou contre? Ça, vraiment, je crois que ça va être difficile. C'est le souhaitable, mais c'est en éduquant les enfants déjà comme ça, dès le bas âge, parce que nous, on n'a pas été formatés comme ça. Oui, bien souvent, quand vous êtes à la maison le week-end, par exemple, qu'est-ce que vous faites pour aider madame? Dites la vérité, vous suivez la télévision. Je reste à la télé ou bien je reste sous mon arbre, pas où, Je dois dire que c'est pour ça que je dis qu'on n'a pas été formaté comme ça. Si on nous éduque, si on veut qu'on en arrive à cela, il faut déjà que ce soit inscrit dans l'éducation. Dès la base, que les enfants, on ne donne pas beaucoup plus de préférence de tâches à la fille et qu'on laisse le garçon jouer au football pendant que la fille va écraser le piment et tout. Donc il faut déjà nous préparer à cela. C'est pour nos enfants et pas pour nous. Nous, on est déjà... D'accord. Le bois sec. Merci beaucoup. Et pour ou contre, c'est parti. Je suis pour les tâches domestiques, pour les tâches à la maison, domestiques à la maison, entre l'homme et la femme. Parce que il faut dire que nous deux, on se fatigue. Le monsieur va au boulot, la femme aussi va vaquer à ses occupations. Elle vient faire les tâches ménagères, tout ça là, c'est fatigant. Mais de temps en temps, si l'homme peut aider sa femme, soit à la cuisine, soit en gardant les enfants, pour qu'elle
fasse à manger, c'est bon. Là, la femme ne peut pas exiger. Mais elle peut demander ça gentiment à son mari. Chérie, tu peux m'aider à faire telle chose, pas avec brutalité ou quoi. Si elle demande ça bien, le monsieur va le faire. L'homme n'est pas compliqué. Dorothée Ganser m'appelle. Normalement, ça devait être ainsi. Puisque quelqu'un qui aime sa femme doit l'accompagner au foyer. Mais avoir les charges de l'homme, mais ce n'est pas comme ça dans tous les foyers. Parce que tu rentres dans certains foyers, c'est la femme qui a la plus grande partie des charges. Mais tu rentres dans d'autres, par contre, c'est l'homme qui doit se battre, courir à gauche et à droite, aller mobiliser les moyens pour le fonctionnement du foyer. Et s'il en est ainsi, est-ce que l'homme aura encore la force nécessaire ou le moral nécessaire pour participer au ménage et autres là? Sinon, l'idéal était que l'homme accompagne sa femme. La femme ne peut pas imposer cela à son mari, non, jamais. Il faut que cela soit volontiers. Il faut que cela soit volontiers. La femme ne peut pas imposer. Mais cela s'impose également dans certains foyers, puisque l'homme n'a pas une activité pouvant permettre de faire fonctionner le foyer. Et c'est la femme qui va se déplacer, aller se battre pour fonctionner le foyer. Il revient à l'homme, même si la femme ne s'impose pas que volontiers, que lui-même décide quand même d'accompagner sa femme. Monsieur Chérif Balimam, vous savez, les tâches domestiques sont quand même plus énormes. Hein. Il faut souvent essayer d'aider la femme parce que tellement de corvées, la lessive, faire la vaisselle, nettoyer le salon, tout ça, c'est pas une tâche facile. Si vous n'avez pas d'enfant, vous êtes obligé de le faire, de l'aider parce qu'elle n'est pas une esclave. Il faut partager les tâches aussi au moins avec eux. Même si une fois en passant laver les enfants aussi, c'est pas grave, hein? Mais je trouve ça nécessaire. Donc quand l'homme ne le fait pas, la femme ne peut pas résister. Non, elle ne peut pas résister. Elle est obligée de le faire. D'accord? Et essayer quand même de faire comprendre à l'homme, aide-moi un peu, ça me fera beaucoup plaisir. Mais si l'homme refuse catégoriquement, c'est pas un problème. Je suis Serge Midomoué. D'abord, il faut dire, si on va se mettre sur le volet de nos grands-parents, on dit que c'est la femme qui fait tout. Mais aujourd'hui, on a une société modernisée. On peut aider sa femme. Par exemple, au moment où les enfants sont là le soir, il y a des leçons à apprendre. La femme étant préoccupée et dans le foyer, on pouvait l'aider. On pouvait l'aider. Mais le problème qui se pose en usant de la sorte, la femme prend ça comme un droit et s'érige comme si l'homme doit obligatoirement l'aider au foyer. Ce n'est pas une obligation. Si l'homme a la volonté d'aider sa femme pour que ça puisse aller plus vite, aider les enfants, pour que le foyer puisse aller de manière très très bonne, ça peut aller. Mais il ne faut pas que dans ce sens-là, la femme prenne ça comme un droit. C'est ça qui ne peut pas aller. Mais l'aider, ça c'est possible, on peut l'aider. Moi c'est Raouf Radji, je suis retraité de la fonction publique. Je suis de la vieille école, de la nouvelle école. Moi je suis pour le partage parce que je l'ai toujours pratiqué. Parce que je détiens cet héritage de ma mère. Parce que ma mère n'a eu que des garçons. Et je suis l'aîné. Donc on est 7 et c'est son 7e enfant qui est une fille. Donc moi j'ai toujours fait des tâches ménagères. C'est pour ça que je trouve que c'est utile parce que j'ai continué à l'appliquer depuis que j'ai commencé à travailler aussi et à être marié. Donc je trouve que c'est normal qu'il y ait des tâches qu'on se partage à la maison. Peut-être pas jusqu'à aller à la cuisine, mais moi j'ai des jours par exemple où j'ai des recettes que j'applique et on me laisse la cuisine. C'était il y a quelques années encore, maintenant bon, je ne continue plus. Bon, mais c'était mon hobby, j'aimais bien faire ça à la maison. Je trouve que c'est comme ça chez moi aussi. Moi au niveau du ménage, j'ai des enfants, j'ai des garçons, j'ai des filles. Les filles ont leurs tâches, les garçons ont les leurs. Et moi je suis avec les garçons et nous avons nos tâches.
La maison vit bien et puis bon, mais ça marche. Je ne trouve pas bizarre que on dise qu'il y ait ségrégation et que ce soit la femme uniquement ou les femmes. Moi, c'est bizarre. Bien que je sois de la vieille école. Voilà. C'est un peu ce que je peux appeler les effets néfastes du féminisme outrecuidant ou tout dépassé. C'est-à-dire qu'on a tellement d'écoles aujourd'hui, balance ton pomme, ceci, il y a tellement de féministes et on enseigne tellement de choses aux femmes qu'aujourd'hui, elles trouvent qu'il faut l'imposer, il faut imposer ce partage de tâches. Je crois que ce n'est pas ça. Les réalités du terrain, les réalités de la maison font qu'on peut s'entendre sans qu'on ne désigne un gagnant ou une gagnante. On peut partager les tâches. Mais quand on en vient, alors que nous connaissons notre culture africaine, notre culture béninoise, où c'est le patriarcat, donc allons tout doucement. Mais qu'on ne dise pour dire, écoute, désormais c'est toi qui vas faire ceci, ça va être difficile à prendre. Et ça, je suis sûr que c'est des conseils que les femmes écoutent des écoles, des grandes féministes aujourd'hui qui ont le vent en poupe. Donc, je n'ai rien contre elles, mais je me dis, la forme, mais le fond est bon. Mais si la forme n'est pas bonne, pour dire comment ça va se passer, ça va toujours échouer. Et on va toujours dire, mais les hommes, ils sont machos, ils sont ci, ils sont ça. Voilà, c'est ce que je pense. Je vous en prie. Moi, c'est Rodrigue Deglas-Ossou. Je dirais qu'aujourd'hui, ça devient une obligation. Et c'est notre culture qui fait qu'on pense que la femme est faite pour certaines tâches et que l'homme aussi est fait pour certaines tâches. Et je pense bien que dans l'avenir, tel que nous faisons l'éducation de nos enfants aujourd'hui, à cause de ce thème très phare que nous appelons aujourd'hui le genre, dans l'avenir, ce problème ne va plus se poser. Systématiquement, l'homme et la femme feront les mêmes choses. Les questions de droit. Ce matin, nous allons parler du titre foncier, la sécurisation foncière et le titre foncier dans la protection du droit de propriété en plateau. Docteur Martial Pateno, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Docteur en droit privé, bienvenue sur Actu Matin. Herman Parfia Niamboussou. Oui, Christian, bonjour docteur. Bonjour. Bienvenue à vous également sur ce plateau. Quand on parle de titre foncier, de quoi s'agit-il? Merci, monsieur le journaliste, pour la question. Alors, il faut dire que les problèmes fonciers touchent tous les compartiments de la vie d'une nation. Et lorsque vous prenez le domaine social, on a parlé du social tout à l'heure, le citoyen a besoin forcément d'un logement. Et c'est le foncier qui permettra aux citoyens d'avoir ce logement. Lorsque vous prenez dans le domaine économique, les opérateurs économiques ont besoin également de garantir leurs opérations, mais aussi de se servir du foncier pour pouvoir avoir des emprunts bancaires. Et lorsqu'on prend la politique nationale, le gouvernement aussi a besoin du foncier pour la construction des infrastructures. Et pour cela, il faut nécessairement qu'il existe un instrument qui permette de sécuriser ce domaine qui est le domaine foncier. Et dans le cadre du Bénin, dans les tests applicables au Bénin, notamment le code foncier domanial, et le titre qui permet de sécuriser davantage la propriété foncière, c'est le titre foncier. Et donc le titre foncier, c'est un instrument juridique qui permet d'établir la propriété foncière à travers une confirmation du titre de propriété foncière. Ça permet simplement de conserver le droit de propriété et également de protéger ce droit de propriété du citoyen. Oui, vous l'avez rappelé tantôt, avec le code foncier domanial qui a été voté il n'y a pas très longtemps, mais qui a déjà été toiletté encore et qui a fait l'objet d'ailleurs d'écrits de la part de Gilbert Togbono, l'actuel DAC du ministère de la Justice. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'écrits à ce sujet. En l'état actuel du droit positif béninois, quels sont les moyens pour obtenir un titre foncier? Alors, pour obtenir le titre foncier, ça dépend. Lorsque, par exemple, vous avez un domaine sur lequel il n'y a pas encore un titre foncier établi et que vous voulez procéder à un morcellement, si le domaine était déjà... Il y avait un titre foncier sur le domaine, c'est un avantage. Et dans ce cas, le morcellement constitue un premier moyen permettant d'obtenir le titre foncier. Et ce sera confié à un notaire pour l'établissement du titre foncier.
Ça, c'est dans le cas où le domaine a déjà un titre foncier global. Et lorsqu'on veut procéder au morcellement, on va maintenant attribuer un titre foncier de façon isolée. Et dans ce cas, c'est le notaire qui s'en occupe. Et maintenant, dans le cas où vous avez un domaine ou bien une parcelle acquise avec des documents que l'on qualifie de documents présomptifs de propriété, dans ce cas, vous n'avez pas encore le titre foncier. Il peut s'agir, par exemple, d'une attestation de recasement que vous avez, ou bien des avis d'imposition des 3 dernières années, ou encore d'une attestation de détention coutumière. Dans ce cas, lorsque vous avez ces documents présomptifs, il faut procéder par une confirmation de la propriété. Et donc, il faut enclencher une procédure pour la confirmation de la propriété. Et aujourd'hui, le gouvernement a mis en place des acteurs dans le domaine foncier. Il faut s'adresser à l'NDF, que vous connaissez également, de ces démembrements BCDF, le bureau communal du domaine et du foncier. Et là, vous faites une demande de confirmation de la propriété foncière. Et de cette manière, vous enclenchez la procédure qui va aboutir à l'obtention du titre foncier. Donc, on dirait alors qu'il existe 2 moyens pour obtenir le titre foncier. D'une part, lorsqu'il y a déjà un titre foncier établi sur le domaine et au moment du morcellement, le notaire s'en occupe. Mais si ce n'est pas le cas et que vous avez un document présomptif de propriété, il faut faire une demande de confirmation de propriété adressée aux organes compétents. On parle de document présomptif de propriété, demande de ça. Alors, dites-nous, finalement, c'est quoi la force du titre foncier ? Pourquoi il y a tant de documents pour obtenir un titre foncier? La procédure, oui. La procédure, il y a une exigence par rapport à la procédure. Mais lorsque vous finissez la procédure et que vous obtenez le titre foncier vous confère en fait la pleine propriété. Et c'est ce qui est visé d'ailleurs, la pleine propriété. Et par conséquent, vous confère les attributs du droit de propriété, l'usage, la jouissance et également la disposition de votre bien. Et puis, l'autre force du titre foncier, c'est que ça a un caractère définitif et inattaquable. C'est la force que l'on reconnaît. Dans le contexte béninois, la force que l'on reconnaît, vous l'avez dit. Oui, que l'on reconnaît au titre foncier. Parce qu'il y a des domaines qui ont deux titres fonciers au Bénin. Bon, ça c'est des problèmes, le passé, contentieux, voilà, bien sûr. Ça, oui, c'est voilà. des contentieux qui doivent être réglés devant les tribunaux. Mais l'idéal souhaité pour le titre foncier et que l'on reconnaît au titre foncier, c'est que ça a un caractère définitif et inattaquable. Définitif, inattaquable. Donc ce sont là les avantages du titre foncier. Absolument. Ces avantages que ça procure, c'est à l'endroit du propriétaire du terrain ou c'est à l'endroit de ses enfants? C'est à l'endroit du propriétaire du terrain, c'est-à-dire celui qui a établi le titre foncier en son nom. Et maintenant, si ça rentre dans l'héritage également, le titre foncier aussi profite aux héritiers qui, par la suite, peuvent essayer de confirmer leur droit d'héritage en ayant toujours leur titre foncier. Est-ce que ça a des limites? Dites-nous, docteur Patenon. Le titre foncier, ça présente des avantages au-delà de ce qu'on vient de dire. Lorsque vous avez un titre foncier, ça vous permet quand même d'accéder à un emprunt bancaire. Oui. Parce qu'on ne peut pas faire d'hypothèque sur des conventions simples. Et quand c'est le titre foncier, c'est plus facile de faire des hypothèques sur le titre foncier. Et en plus de ça, lorsque vous avez déjà un titre foncier sur le domaine, alors même qu'il n'y a pas eu de lotissement et de recasement, lorsque l'urbaniste, le géomètre va vouloir faire son travail, l'avantage du titre foncier, c'est que ça empêche l'urbaniste de pouvoir réduire la dimension que vous avez déjà, parce que le titre foncier empêche ce géomètre de pouvoir réduire cette dimension-là. Est-ce qu'on peut donc dire que ça profite aussi à ceux qui sont dans le même lot que vous? Parce que oui, bien sûr, ceux qui sont dans le même lot que vous, parce que vous avez un titre foncier global, ça profite déjà à ceux qui sont dans le même lot que vous. Donc c'est déjà un avantage que cela octroie, le titre foncier. Et maintenant, il est vraiment dit que c'est un titre définitif et inattaquable. Ça présente des limites. Alors, lorsque, par exemple, l'État décide de déclarer le domaine d'utilité publique, dans ces conditions, le titre foncier la valeur du titre foncier, on perd la valeur du titre foncier, puisque l'État décide alors de vous exproprier. Mais l'avantage que ça présente, c'est que, parce que vous avez un titre foncier, le montant du dédommagement, en réalité, ne sera pas le même que celui qui a une attestation de recasement, une convention ordinaire. Voilà. Donc, de ce point de vue, il y a un avantage, certes. Maintenant, vous perdez le droit de propriété, parce qu'à partir de cet instant, l'État devient propriétaire du domaine. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est important, lorsque les gens veulent acquérir une parcelle, un domaine, de se rassurer que le domaine n'est pas déclaré domaine d'utilité publique.
Et c'est pour cela qu'il faut avoir une attestation d'hygiène, c'est-à-dire que de la situation géographique, parce qu'il y a des arrêtés qui sortent chaque année et qui indiquent, voilà, cette zone est déclarée d'utilité publique ou pas. Donc il faut s'informer d'abord de ça et s'assurer que ce n'est pas un domaine déclaré d'utilité publique avant de pouvoir acquérir. On s'informe où? Il faut prendre une attestation d'hygiène. Vous faites la demande de l'attestation d'hygiène pour pouvoir obtenir la situation géographique. Oui, finalement, comme vous l'avez dit, même avec le titre foncier, il y a le social, mais on se rend compte qu'avec le titre foncier, il faut parcourir monts et vallées pour obtenir le document, pour finalement ne pas être attaqué ou être attaqué suivant que l'État demande, dit que vous êtes... Voilà. Bon, dans tous les cas, il est important d'avoir le titre d'abord. Le titre foncier, tout au moins pour confirmer sa propriété. Parce que lorsque le titre est obtenu de façon frauduleuse ou encore lorsque vous n'avez pas emprunté la procédure légale pour obtenir le titre, après, ça enlève la valeur du titre foncier, le caractère définitif et inattaquable. Bon, maintenant, lorsqu'il y a un contentieux, là, en ce moment, le tribunal pourra alors être saisi pour régler le contentieux. Dr Patenon, en conclusion, on retient quoi du titre foncier dans la protection du droit de propriété? Alors, le titre foncier, c'est un instrument capital pour la protection du droit de propriété. Parce que lorsque vous avez le droit de propriété, c'est un droit subjectif, ça vous permet d'avoir l'usage, la jouissance et également la disposition. Donc, pour avoir une jouissance paisible de votre propriété, il faut nécessairement entreprendre ces démarches pour confirmer la propriété afin que demain, il n'y ait pas de contestation, il n'y ait pas de poursuites par-ci, par-là. Sauf le cas où l'État décide alors de vous... Parce qu'en fait, pourquoi il en est ainsi? C'est parce que le droit de propriété, qui est un droit subjectif, sur le terrain des droits fondamentaux, n'est pas un droit fondamental. Ce n'est pas un droit fondamental et par conséquent, c'est la raison pour laquelle l'État alors peut en réalité vous retirer ce droit-là. Ce n'est pas comme tout autre droit, tel que le droit à la grève ou un droit fondamental. On ne peut pas l'arracher, mais on a dû encadrer ce droit de grève. Merci. Dr Patenon, heureuse année à vous. Merci. Nous voyons dans la nouvelle année. À vous aussi. Merci. Merci. Merci Christian. Merci beaucoup. C'était Dora Sedlex. Eh bien, mesdames et messieurs, nous allons boucler notre rendez-vous matinal avec la revue de presse, décryptage et présentation à Sionbon, Kanyi à Sionbon. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Fraternité parlant ce jour du taux unique de 12% de l'impôt sur les revenus fonciers estime que la nouvelle taxation qui fixe un taux unique de 12% pour ce qui est de l'impôt sur les revenus fonciers arrange les affaires de certains bailleurs communément appelés propriétaires qui mettent leurs immeubles en location à usage commercial et d'habitation. La polémique qui enfle ces derniers jours tend à faire croire à l'opinion l'institution d'un nouvel impôt sur les loyers perçus chez les locataires par les bailleurs. Ces derniers, toujours à l'affût du gain, se saisissent de toutes les occasions et possibilités pour s'en mettre plein les poches. Le fait qu'il est abondamment ventilé dans l'opinion que les bailleurs auront à verser un impôt supplémentaire sur les loyers crée déjà la psychose dans le rang des locataires pressurés à outrance. Et dans sa conclusion, le journal écrit que le hautement social annoncé pour 2022 ne saurait advenir si les personnes les plus vulnérables sont à la merci de celles qui disposent des terres et des maisons. En aucun cas, les locataires ne sauraient être jetés en pâture aux promoteurs immobiliers. Il y va de la responsabilité du gouvernement qui doit veiller au grain pour éviter une hausse anarchique des loyers. L'événement du jour souligne qu'il ne s'agit pas d'un nouvel impôt. Ce taux unique permet notamment d'aligner la fiscalité des revenus immobiliers sur les pratiques dans l'espace UEMOA où le taux moyen d'imposition hors Bénin est de 11,5%, Burkina Faso 12,5%, Côte d'Ivoire 15%, Mali 12%, Niger 12%, Togo 12,5%. Dans la suite, Vif d'Afrique rappelle ce matin que le Bénin va renforcer son dispositif militaire pour tenter de mettre fin aux incursions de djihadistes venus du Niger et du Burkina Faso voisins, a annoncé mercredi le président Patrice Talon devant les députés à Porto Novo. Pour ce journal,
Le dossier est important et doit faire oublier les divergences. Toutes les confessions, les acteurs politiques doivent prendre à bras le corps le dossier et faire des propositions concrètes aux gouvernants puisque c'est du Bénin qu'il est question. Dans les colonnes du même journal, on peut lire que le rapport Africa Visa Opnis 2021 a été publié en décembre dernier par la Banque africaine de développement. Le document indique qu'en dépit de la Covid-19, de nombreux pays africains continuent de s'ouvrir de plus en plus en offrant leur visa aux citoyens d'autres nations du continent. Le score moyen des 10 premiers pays sur l'indice d'ouverture sur les visas en Afrique est passé à 0,904 contre 0,902 en 2020. Le premier de ces 10 pays n'est autre que le Bénin. Et puis Fraternité s'intéresse au Festival international de Porto Novo pour écrire que la capitale du Bénin brille aux couleurs des cultures, arts et civilisations des peuples du Bénin à travers le Festival international de Porto Novo, placé sous le thème Restitution des patrimoines du Bénin, recherche en provenance, densification et transmission des savoirs à Djaché, Hogbonu, Porto Novo. Le FIP, qui est à sa 5e édition, a été officiellement lancé le dimanche 2 janvier 2022 sur la pelouse du stade Charles de Gaulle à Porto Novo. Merci d'avoir suivi la revue de presse. Allez, c'était Actu Matin sur Canal 3 Bénin. Merci à chacun et à tous de votre attention. Très bonne journée du mercredi. Rendez-vous demain, jeudi à partir de 7h. D'ici là, portez-vous bien, gardez le sourire. Au revoir.